l'affaire. Me voilà milliardaire. Enfin, je vais pouvoir m'offrir, c'est mon désir, tous les plaisirs. Eh oui, les milliardaires, il en est question des milliardaires. Le patrimoine des 500 milliardaires français, voilà, des 500 plus grandes fortunes françaises, qui a bondi donc de 30%. Oui, c'est ce que révèle le classement annuel du magazine Challenge. Alors en tête, et pour la 5e année consécutive, Bernard Arnault, suivi des familles Hermès et Bettencourt. Alors, l'éternelle question qu'on se pose souvent, face à la crise économique, la crise sanitaire évidemment, qui a appauvri beaucoup de Français, faut-il une contribution exceptionnelle des plus riches? 0826 300 300. Tiens, vous votez sur Twitter et YouTube, vous dites oui à 79%. On va vous écouter dans un instant. Venez en débattre avec Lydia Guirouz qui est avec nous ce soir, Philippe Bilger, Julien Lozano, et j'aimerais qu'on accueille tout de suite Quentin Parinello qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Parinello, je vous présente porte-parole de l'ONG Oxfam France. Je vous ai écouté, Quentin Parinello, vous avez fait pas mal de médias ce matin. Pour vous, c'est clair, c'est même plus une question à se poser, on se la pose depuis des années, pas seulement depuis la crise sanitaire, depuis la crise du Covid. Il faut taxer les plus riches. Oui, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est une évidence que beaucoup de pays se posent et mettent en place. Donc l'Argentine, la Nouvelle-Zélande ont mis en place une contribution exceptionnelle sur les plus riches. Les États-Unis y réfléchissent. Pourquoi ? Parce qu'on voit une société qui était déjà fracturée par les inégalités avant la crise, et la crise a exacerbé ces inégalités. Le constat qui est fait par Challenge, on le faisait dès janvier dernier. On avait montré que les milliardaires français avaient mis moins de 9 mois pour récupérer la fortune qu'ils avaient perdue pendant la crise. Et surtout, et c'est ça le message qu'il faut passer, si les milliardaires voient leur fortune augmenter aujourd'hui, c'est notamment parce qu'on a décidé d'injecter des centaines de milliards d'euros dans les marchés financiers pour répondre à la crise. Donc aujourd'hui, ces milliardaires, ils s'enrichissent notamment parce qu'il y a eu de l'argent public à disposition. Alors, concrètement, comment ça pourrait se passer ? On crée une taxe Covid, par exemple, et à quelle hauteur on taxerait ces milliardaires ? À quel niveau de revenu ? Comment vous imaginez ça ? Comment ça pourrait se passer concrètement ? Il faut un débat démocratique pour déterminer les limites, mais si vous voulez, il y a déjà un ISF qui était en place avant le quinquennat. On pourrait se baser sur l'ISF, on pourrait même aller plus loin au niveau du taux. Le taux, il allait jusqu'à 1,5%. On pourrait aller un petit peu au-delà pour une taxe exceptionnelle, en se disant que oui, pendant un certain moment, il faut les mettre à contribution, parce que l'alternative, sinon, c'est de mettre à contribution les retraités en réformant les retraites, c'est de mettre à contribution les chômeurs en réformant l'assurance chômage. Et on est dans une société qui est déjà tellement fracturée par les inégalités qu'on a besoin de la contribution des plus riches pour refaire société ensemble, rebâtir un modèle économique qui soit plus résilient. Et ça, c'est dans l'intérêt de tous, y compris des plus riches. Alors, tiens, la réaction des voix. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez ? Quentin Parinello, je vais me permettre de vous poser, mais très très rapidement, 3 petites questions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, avec cette proposition qui est classique, comme l'a dit Philippe Rossi, vous amplifiez une jalousie sociale qui est au cœur de la société française ? Deuxième élément, est-ce qu'au fond, comment expliquez-vous, vous l'avez un peu dit, que en même temps que les crises nous affectent, les revenus des personnes fortunées augmentent. Et dernier élément, est-ce que vous ne craignez pas que même par une taxation très conjoncturelle, on démobilise un petit peu des catégories supérieures qui font énormément du bien autour d'elles, même si je ne crois pas forcément au ruissellement. Quentin Parinello. Alors, pour répondre aux 3 questions du tac au tac, la première, juste pour reprendre un petit peu de perspective, sur les 25 dernières années, et c'est les données de Challenge, c'est pas les données d'Oxfam, le nombre de milliardaires français a été multiplié par 6 et leur fortune a été multipliée par 10. Donc, les riches se portent très bien en France. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'on dit assez. On a un cadre qui permet aux riches de s'enrichir assez facilement, finalement, parce que une fortune multipliée par 10 en 25 ans, on n'a pas la même chose au niveau du PIB français, on n'a pas la même chose au niveau du salaire minimum. Ensuite, comment les plus riches se sont enrichis ? Et c'est vraiment le message qu'il faut passer aujourd'hui. Si les plus riches se sont enrichis, c'est parce qu'on a décidé de mettre de l'argent public sur la table. Et c'était une bonne chose. On a décidé de faire du quoi qu'il en coûte. Le problème, c'est qu'il y a eu un 2 poids 2 mesures dans le quoi qu'il en coûte. On a mis des centaines de milliards d'euros sur les marchés financiers et ça a fait gonfler la fortune des plus riches. Et dans le même temps, on a décidé que c'était plus compliqué de mettre de l'argent sur la table pour étendre le RSA, notamment aux plus jeunes, pour le renforcer.
Et donc ce deux poids deux mesures, il fait qu'on a des inégalités qui sont exacerbées. Ensuite, sur le risque de démoraliser les plus riches, y compris le risque d'exil fiscal qu'on peut entendre très souvent, faut le relativiser. Sur les 10 dernières années avant la suppression de l'ISF, la part des contribuables à l'ISF qui tentaient l'exil fiscal, elle était de 0,2%. 0,2%. Donc on voit bien qu'on a affaire à une minorité de personnes. Et encore une fois, je pense qu'il faut le redire, c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris les plus riches, qu'on n'ait pas une société fracturée par les inégalités, qu'on ait des personnes en bonne santé, qu'on ait un système de santé qui nous permette de faire face aux crises parce qu'on sait que ça ne sera pas la dernière crise. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de rebâtir une société plus résiliente. C'est vrai que taxer les plus riches, tout le monde l'entend, tout le monde le veut aussi. Malheureusement, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, hein, Lydia Guirousse. Franchement. Tout le monde le veut, ça je sais pas. Moi je trouve qu'il y a une forme de facilité et à chaque fois qu'on ne sait pas quoi faire, on dit il faut taxer les plus riches et on les montre du doigt comme si c'était des voleurs. On parle des milliardaires. Hein. Oui, mais bon, on parle des plus riches, donc on fait un grand amalgame de tout ça. Moi je suis pas là pour les défendre. Je pense que derrière ces personnes, c'est quand même des entrepreneurs de génie qui génèrent des emplois. Peut-être qu'il faudrait attiser leur fibre patriotique et leur demander plutôt de créer davantage d'emplois en France, réindustrialiser plutôt que d'aller sur cette solution de taxer de taxer les riches. Là, on parle de contribution exceptionnelle pendant la crise du Covid. J'ai l'impression que c'est un vieux serpent de mer et que ça ne verra jamais le jour et voilà. Tiens, Julien Lozano, en tant qu'entrepreneur, vous en pensez quoi? Je suis très gêné par ce classement. Oui, parce que je trouve qu'on fait un amalgame et ça donne l'impression que tous les patrons sont riches. Ce qui est déjà une très mauvaise image envoyée. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on regarde en détail ce classement, il y a 20 patrons de licorne français qui sont rentrés dans le classement des 500 Français les plus riches. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas de fortune personnelle, qui ont créé une start-up, pour la plupart effectivement dans la tech, avec de l'argent public, il faut le dire, parce que la BPI investit beaucoup dans ce qu'on appelle la French Tech. Mais je trouve que ce sont des exemples extraordinaires. Donc mélanger un Bernard Arnault avec un jeune entrepreneur qui a fait fortune avec ses idées et qui a réussi à embaucher, je trouve qu'on fait on mélange tout et ça envoie une image qui est catastrophique. On manque d'entrepreneurs. C'est un peu un classement spectacle, ce classement challenge. Ça veut dire que Philippe, dans le micro, Philippe. Contre ce que propose Oxfam. Non, je sais pas si les plus je suis riches. Dans le contre. micro, Philippe, on n'entend pas. Non, je pense ce que vous disiez tout à l'heure. C'est cette capacité peut-être de faire appel à la fibre patriotique. Ça j'y crois beaucoup. Si les entrepreneurs français restent en France, c'est parce qu'ils y croient également. Je suis pas sûr que la taxation, qui serait une taxation un petit peu non, je crois pas à ça. Je crois pas que ça envoie un bon message. Bon. Nadia est avec nous au 0826 300 300. Nadia de Paris. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir à vous, ma chère Nadia. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Je vous présente Julien Lozano, Lydia Guirousse, Philippe Bilger et Quentin Parinello qui est toujours avec nous, porte-parole de l'ONG Oxfam France. Est-ce que vous êtes d'accord, Nadia, avec ce que dit Quentin depuis le début? Je ne pense pas qu'une taxe de plus servira à quelque chose, puisque théoriquement, si les gens s'enrichissent, ils sont censés payer plus d'impôts. Donc si on avait un système fiscal juste, il n'y aurait pas besoin de faire des surtaxes comme ça. Ça va plutôt inciter les personnes à faire de l'optimisation fiscale ou de l'échappement fiscal. Donc, premièrement, et puis comment quantifier la part de l'enrichissement qui est liée à la crise du Covid d'un enrichissement autre. Enfin, il n'y a pas de raison ça me paraît assez arbitraire. Et puis, il faudrait plutôt, en effet, demander le remboursement des aides aux entreprises, parce que là, on parle d'individus physiques, mais il y a aussi des entreprises qui ont reçu des aides. Oui, des grands groupes, c'est ce que vous voulez dire. Oui, voilà, c'est vrai. Dans l'urgence, qui n'en avaient pas besoin. Et puis, pourquoi pas au niveau fiscal, faire un geste pour la consommation et faire un petit cadeau fiscal aux personnes qui ont travaillé pendant le Covid. Et ça, on n'en parle pas. Et ça pourrait soutenir l'économie. Alors, Quentin Parinello va vous répondre. Nadia, Quentin Parinello, c'est vrai que peut-être qu'avant de taxer les plus riches, il faudrait passer par les étapes que propose Nadia, non ? Alors, juste pour le redire, j'entends beaucoup le mot amalgame, mais les amalgames, c'est plutôt les personnes qui sont intervenues qui les donnent. À aucun moment on parle de patrons voleurs, à aucun moment on dit que tous les patrons sont des milliardaires. Donc, je pense que c'est important à le dire. Ceci étant dit, si on regarde tout en haut du classement, et on prend plutôt cette fois-ci les données de Forbes, on voit que 8 milliardaires sur 10 sont des héritiers. Donc, en termes de self-made man, on repassera. Soit dit en passant, on est capable
aujourd'hui de regarder quelle est la part d'enrichissement des milliardaires qui est notamment due aux aides. Ceci étant dit, on a vu, lorsqu'on a baissé les impôts sur les plus riches, que ça n'a pas forcément eu d'impact sur l'investissement. Donc c'est aussi la question de se dire aujourd'hui, lorsqu'on baisse les impôts, il n'y a pas plus d'investissement, il n'y a pas plus de création d'emplois, donc il faut leur demander de contribuer d'une manière ou d'une autre. Ceci étant dit, ça n'enlève absolument pas le débat qui a été posé par l'auditrice de dire qu'est-ce qu'on fait pour les classes moyennes qui ont été frappées de plein fouet par la crise, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment on paye la facture du coronavirus, parce que les solutions qui sont sur la table, c'est réformer les retraites, c'est réformer l'assurance chômage, ou c'est éventuellement demander une contribution exceptionnelle aux plus riches. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire comment on protège les classes moyennes et on ne leur fait pas payer la facture de cette crise, et on demande plutôt à ceux qui s'en sont très bien sortis. C'est vrai qu'on va y avoir, vous avez raison, on va y avoir droit à cette facture, puisque maintenant on s'est séparé du quoi qu'il en coûte, quoique avec le variant Delta, peut-être qu'on va revenir au quoi qu'il en coûte, on ne sait pas. Lydia Guirous. Oui, je voudrais poser une question. Est-ce que vous pensez que en taxant les plus riches, vous allez éviter ces réformes structurelles qui se préparent, on est d'accord ou pas avec, mais qui vont être faites, celles sur le chômage et celles des réformes. C'est ça derrière, en fait, l'idée c'est de tenter d'éviter ces réformes-là en taxant les plus riches, ou enfin, je trouve que si c'est le cas, en fait, on ne fait que repousser le problème. Oui. Quentin Parinello. Repousser le problème, ça dépend de quel point de vue. Si on estime qu'on a un problème avec la manière dont on dépense les allocations chômage, ce n'est pas mon cas. Oui, vous pourrez le faire revenir sur la table après. Si on estime que on donne des retraites trop généreuses, ce n'est pas mon cas. Oui, le sujet va revenir après. Là, la question, c'est de se dire comment on paye la dette du Covid, et on a plusieurs options sur la table. Et ce qui nous importe collectivement, c'est de faire en sorte que la solution, ça soit pas celle qui frappe de plein fouet les classes moyennes et les classes populaires, parce que ce sont ces classes-là qui ont pris de plein fouet l'impact de la crise. Oui. Merci à vous, Quentin Parinello. Merci. Pour vos explications, en tout cas, qui sont assez claires. Porte-parole de l'ONG Oxfam France, donc le classement challenge des 500 plus grosses fortunes de France. Vous n'avez jamais On n'y est pas. Vous y êtes pas. J'allais vous poser la question, Philippe Bilger. Vous y avez jamais été, non? Non. Bon, Lydia, j'imagine que non plus. Julien Lozano, on vous le souhaite. Julien Lozano. Vous connaissez même pas des personnes qui sont dans le classement? Ah si, j'en ai connu. Bon. Mais vous voyez, si j'y étais, j'accepterais d'être taxé. C'est vrai. Tiens, est-ce que vous accepteriez, c'est une bonne question ça, si vous étiez une grosse fortune, Lydia, d'être taxé, une contribution exceptionnelle? Oui, après. Tout à l'heure, dans l'intervention, quand il a dit ce sont des self-made men et pas... ils sont faits tout seuls. Ce ne sont pas des self-made men, ce sont pour beaucoup des héritiers. Ouais. Ça n'empêche que vous pouvez hériter d'une PME et en faire un grand groupe mondial. Oui, c'est ce qu'a fait Bernard Arnault et d'autres. Qui font plonger le groupe, l'entreprise. Il faut quand même saluer la prouesse. C'est différent d'hériter d'une petite boîte et de la garder ou de la couler, ou de la développer comme ils l'ont fait et d'en faire un fleuron de l'industrie française. Ne voyez pas, mon cher Philippe, que mon idole absolue, Jean-Jacques Goldman, se félicitait de payer beaucoup d'impôts. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Nous partageons une idole, on passe sans plus tarder au deuxième débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les Hauts-de-France, les embouteillages dans les petits villages. Eh oui, cet été, figurez-vous que les Français ne vont pas être très insouciants, malheureusement, en cause le variant Delta qui progresse grandement, qui inquiète même le gouvernement, qui a d'ailleurs conseillé ce matin aux Français de ne pas réserver leurs vacances en Espagne ou au Portugal. Vous ne comptiez pas partir en Espagne ou au Portugal? Non, je reste en France, mais je pense que beaucoup de Français ont déjà réservé. J'en connais aussi, malheureusement, Philippe. Je sais que vous restez en France aussi. À un moment donné, on rêvait de partir en Grèce, mais apparemment, ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit, Julien Lozano. Moi, je reviens d'un mois entier à Madère. Ah oui, vous y avez échappé. Et il se murmure que le gouvernement pourrait annoncer la semaine prochaine de nouvelles mesures contre l'épidémie. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole d'ici à mercredi prochain. Le variant Delta va-t-il gâcher l'été des Français? Vous nous dites ce que vous en pensez. Vous votez sur Twitter et sur YouTube. On va vous entendre dans un instant. 0826 300 300. Tiens, avant d'avoir vos avis, je vous donne les quelques pistes de l'exécutif pour lutter contre le variant Delta. Conseil de défense lundi. Tout d'abord, l'obligation vaccinale pour les soignants, alors qui est quasi actée, mais peut-être aussi élargie aux pompiers.
par exemple, ou encore aux enseignants, même si Jean-Michel Blanquer nous dit non. L'extension du pass sanitaire, on en a fait un débat cette semaine, le pass sanitaire étendu. Donc pour aller au cinéma, par exemple, ou au restaurant, il faudra peut-être montrer son pass sanitaire, rendre certains tests PCR payants, les restrictions aux frontières ou encore le renforcement de l'isolement si vous revenez d'un pays à risque. Ce sont quelques petites pistes. Est-ce qu'elles vous paraissent bonnes? Elles me paraissent plausibles et pertinentes. Je note que après la catastrophe des régionales, le président n'a pas parlé, mais ça va le faire. Oui, ça c'est sûr. Il devrait s'exprimer d'ici à mercredi, peut-être lundi même, dit-on, la parole présidentielle. Tiens, Lydia Guérousse, je vous entends souffler, Lydia. Ça me déprime. J'en ai franchement assez. Je trouve qu'on est on va vers une société qui est des plus déprimante. Un pass pour pouvoir aller au restaurant ou au cinéma, on nous l'aurait dit il y a quelques années. Mais c'est l'intérêt général, si on veut éviter le confinement. Justement, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, donc on lâche comme ça un petit peu plus de liberté à chaque fois parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on a peur. Moi, ce delta ce variant delta indien, oui, il se transmet plus, mais est-ce qu'il est plus mortel? Pour l'instant, les scientifiques nous disent que non, donc je ne comprends pas pourquoi on entre dans une phase de paranoïa et de psychose plus importante. Je crois qu'il faut garder son sang-froid et apprendre à vivre avec, comme l'avait dit le président de la République. Ouais, Julien Lozano. Moi, je trouve que faire payer, par exemple, les tests PCR, c'est une bonne chose. À l'étranger, ils sont payants, c'est très cher. On ne se rend pas compte de la chance. Non, on ne se rend pas compte. C'est 80 € à l'étranger. Oui, en tout cas, dans le micro, Philippe. Les tests de commodité, c'est scandaleux. Donc c'est, le vaccin est disponible. Si je fais le choix, c'est pas mon cas, de ne pas me vacciner, il me paraît logique que le test PCR pour le plaisir, pour voyager, soit payant. C'est une très bonne idée. Et sur le pass sanitaire, tiens, vous n'êtes pas vacciné, demain on pourrait vous refuser l'entrée d'un restaurant. Non, je suis vacciné. J'ai eu ma deuxième injection il y a 2 jours, donc il faut que j'attende encore 10 jours pour avoir un pass sanitaire qui me permettrait dans ce cas-là d'aller au restaurant. Alors on va poser la question à Emeline qui nous appelle de Carpentras dans le Vaucluse. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Bonsoir ma chère Emeline. Tiens, je vous rappelle que vous êtes infirmière, Evelyne. Ouais, je suis contente de vous avoir. C'est nous aussi. Emeline. J'ai dit Evelyne ? Ah pardon, je suis désolé. Non, Emeline. C'est plus rare. Oui, c'est plus rare. C'est plus rare, Emeline. Alors Emeline, dites-nous, vous êtes inquiète pour la suite ou pas ? Non, mais moi, je suis pas inquiète du tout. Je l'ai jamais été. Je suis plus en colère qu'autre chose, en fait. Ah. Je trouve que vraiment, ça a été tout un truc de fou je pense, pour pas grand-chose. Moi, je pense que vraiment, on aurait dû protéger les personnes fragiles, les personnes à risque et laisser la Terre continuer à tourner. Parce que là, on a mis en attente, en fait, des jeunes, des gens qui sont tout à fait capables de combattre le virus, des mères, des femmes qui seront mères de famille, qui vont mettre au monde des enfants avec des anticorps plus forts parce qu'ils auront fait face au Covid de façon naturelle. Je ne sais pas pourquoi on est rentré dans un délire pareil. Je pense que c'est une question d'argent essentiellement et que les gens sont tellement dans l'ignorance qu'on peut les mener comme on veut par le bout du nez. Et c'est dramatique parce qu'au niveau sanitaire, je veux dire au niveau santé, ce qu'on est en train de faire avec les masques, respirer le dioxyde de carbone toute la journée, se fragiliser parce qu'on n'est plus exposé à tous les virus qu'on peut rencontrer habituellement, ça devient du grand n'importe quoi. L'homme, l'être humain n'est pas fait pour ça. On est venu sur Terre, on n'est pas venu sur Terre pour avoir des combinaisons de cosmonautes, pour se dire qu'on sera protégé et que ça va être ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, à un moment donné, c'est effectivement mesurer le rapport bénéfice-risque, le taux de mortalité, etc., que peut engendrer ce virus. Ce virus, il ne touche pas les personnes en bonne santé, il ne touche pas les enfants, il ne touche pas les jeunes adultes. Pourquoi est-ce qu'on paralyse la planète Terre comme ça? Pourquoi il y a des jeunes qui se sont suicidés parce Alors, Emeline, il touche quand même les jeunes adultes, plus rarement, mais il touche quand même, il touche les adultes. Il y a eu des centaines de milliers de morts en France, donc voilà, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même pas relativiser non plus. Voilà, il n'est pas dérisoire. Merci à vous, Emeline. Les débats des vraies voix, évidemment, à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr.